Lorsque nous fouillons nos mémoires, le personnage qui nous revient assurément du plus profond de nos souvenirs est l'instituteur ou l'institutrice. À partir des années 50, dans des petits coins perdus de la Drôme, Jean Sauvageon a été un de ceux-là. Il a mis à son métier toute l'humanité qu'il pouvait, en un temps où, pour le moins, les moyens manquaient. Il fut aussi un militant syndical et politique, longtemps membre du Parti communiste, qu'il finira par quitter. Et les souvenirs chaleureux de ces temps difficiles sont toujours là, en dépit de ses 90 ans. J'ai suivi ma scolarité, c'était pendant la guerre, c'est important quand même pour la suite de mes activités. Et en 1946, au printemps 1946, le directeur nous appelle dans son bureau, ceux qui étaient en classe de 3e, et dans le bureau, il y avait Madame Cuminal, qui était la directrice provisoire des écoles normales de Valence, qui préparait la réouverture des écoles normales. Parce que les écoles normales avaient été fermées par Vichy pendant la guerre. Donc elle préparait la réouverture des écoles normales. Et elle dit, mais on a très peu de candidats pour le concours de l'école normale. Alors est-ce que vos élèves de 3e seraient intéressés? Donc ils nous ont fait venir. Et on était 3 candidats à l'école normale à Valence. Et lorsque on est arrivé à Valence pour passer le concours, on était très étonnés parce qu'on n'était que 12 candidats pour 12 places. Mais pourquoi il y avait si peu de candidats? Eh bien, je peux vous dire que je me pose toujours la question. Parce qu'on était au lendemain de la fin de la guerre. Et en tant que jeune, même à 16 ans, on avait l'espoir d'une vie meilleure. Hein, et pourquoi le métier d'instituteur n'aurait pas contribué à ça? Eh bien non, mais il est vrai que les instituteurs étaient très mal payés. On avait un directeur, M. Girard, qu'on appelait le Léon d'ailleurs, qui était assez strict. Il fallait avoir la cravate. Hein. Alors quelquefois, on omettait de mettre la cravate le matin en se levant, mais dès que le Léon était dans le secteur, on prenait quelquefois la ceinture de la blouse, on la transformait en cravate. Oui. Car nous allons arriver à Montaulieu, qui est un de vos tout premiers postes. Ah, le premier. Le premier. Évidemment, on se dit, Montaulieu, c'est pas un cadeau. Pourquoi on l'a envoyé là-bas? Est-ce que ça a à voir avec votre engagement politique? Alors, je ne peux pas le prouver. Mais cette année-là, on n'est sorti que 3 de l'école normale. Un a été nommé à Valence, où habitaient ses parents. Un autre a été nommé à Cré, où habitaient ses parents. Et moi, dont les parents étaient dans le nord de la Drôme, j'ai été envoyé à Montaulieu. Alors, j'ai toujours pensé que mes activités, parce qu'à l'époque, j'avais déjà pris des responsabilités syndicales à l'école normale, et on avait créé une cellule du Parti communiste en 48, 49. Voilà. Et je pense que c'était ça. Mais je ne regrette pas cet exil forcé qu'on m'a obligé de suivre. Hein. À ce moment-là, vous êtes fiancé, vous avez rencontré Jeannette. Voilà. À l'école normale, il y a des promotions, et on avait tous un numéro. Moi, j'avais le numéro 6, parce qu'au concours d'entrée, j'étais le 6e. Et elle, dans la promotion des filles, avait aussi le numéro 6. Alors on s'est rencontrés. On appelait ça les symétriques, les cimets à l'époque. Hein. On s'est rencontrés, et puis bon, on ne sait plus, et voilà. Et on s'est mariés en 1951. Voilà Montaulieu. Hein. Alors Montaulieu,
C'est une vallée qui est au sud de la vallée de l'Aigle, qui part de Curnier. La plupart des maisons sont au fond de la vallée. Et au village, il y a une dizaine de bâtiments, mais en fait, il n'y a que 4 familles qui habitent là-haut. Dont le maire, quelqu'un de sa famille, le 3e c'est les Méria, et le 4e c'est un couple qui a des enfants en âge scolaire. Tous les autres ont des enfants, ceux qui habitent avec eux, garçons ou filles, qui sont célibataires. Parce que, vu les conditions de vie dans ces préalpes là, difficiles, dès qu'un jeune trouvait à se marier à l'extérieur, il n'amenait pas sa femme au village, mais il allait travailler ailleurs. Donc c'était un village relativement déshérité, 70 habitants. La plupart des enfants venaient du fond de la vallée, faisaient 3 ou 4 kilomètres à pied pour monter au village. Hein. Je vais voir le maire, qui m'accueille très très bien, qui me fait visiter l'école, mais l'école c'était peu de choses. Hein. Une salle de classe guère plus grande que ce bureau, aussi quand même un peu plus. Et puis au-dessus, 2 pièces, une qui servait de cuisine, une de chambre, voilà. Mais le gros problème, c'est que c'était un village sans électricité. Or moi, qui avais été habitué dans ce village de Saint-Use, qui avait des usines, d'avoir toujours connu l'électricité, arriver là, essayer de vivre une année scolaire sans électricité, donc sans radio, sans télévision, elle n'existait pas encore. Hein. Voilà. Commerce, il y avait des commerces? Ah non, il n'y a pas de commerce. Il y avait un épicier qui montait tous les mercredis, voilà, et qui amenait en même temps le tabac. Le jeudi, qui était jour sans école, je descendais à Nyons, où je rencontrais de jeunes collègues comme moi, et quelquefois on me chargeait de faire des courses. Les habitants du village me disaient, vous ne pourrez pas m'acheter du fil ou je ne sais quoi. Hein. Alors moi, comme ma mère était couturière, acheter du fil, ou ça ne me gênait pas trop. Hein. Quand je suis arrivé, je n'avais rien, pas de bagages, mais mes parents m'ont envoyé par un transporteur, un matelas, un sommier, des chaises, etc. Donc j'ai pu meubler la pièce qui m'était réservée à l'école. Mais en attendant que les meubles arrivent, le maire me dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous coucher là, je peux vous nourrir à midi et le soir, et vous coucher. Alors il m'a donné une chambre qui était au-dessus de l'écurie des brebis. Alors comme il n'y avait qu'un plancher avec quelques trous d'ailleurs, vous voyez le bruit d'un troupeau de brebis la nuit, hein, il y a toujours quelques bêlements, et puis l'odeur qui montait, enfin voilà. Et à la fin du mois, je suis allé le payer. Alors je venais de recevoir ma paye, et à l'époque, je gagnais 17 000 francs. En francs anciens, bien sûr, 17 000 francs. Le repas était à 200 francs. 400 francs par jour, 30 jours, 12 000. 17 000 moins 12 000, vous voyez, il ne me restait pas grand-chose. Hein. Alors je dis, écoutez, je viendrai manger qu'à midi, et le soir, je me débrouillerai. Voilà. Alors bien sûr qu'après, au 1er janvier, j'ai été titularisé. Alors je suis passé à 21 000, c'était déjà un peu plus confortable.
quand je suis arrivé, le maire me dit, le matin, à 8h moins 20, vous rentrez dans l'église et vous tirez la cloche, pour que les enfants sachent qu'il faut partir pour revenir à l'école. Alors moi, vu mes orientations politiques et religieuses, j'ai refusé. Après, j'ai essayé de mettre les formes dans mon refus. Donc depuis le 1er octobre 1950, on ne tire plus la cloche à Montolieu pour avertir les élèves. Combien d'élèves? Quand je suis arrivé, j'ai regardé le registre matricule, je me suis dit je vais avoir 7 élèves. Et puis le jour de la rentrée, le voisin qui me dit, est-ce que vous ne pourriez pas prendre mon fils, il a 5 ans, donc c'était un peu avant l'obligation scolaire, qui était à 6 ans. Et puis un autre, un père qui vient, qui me dit, vous ne pourriez pas reprendre ma fille, elle a 15 ans, mais si elle pouvait en faire encore une année. Bon, au total, ça fait 9. Et puis 2 ou 3 mois après, est arrivé un 10e élève, parce qu'une des activités, j'allais dire, presque économiques de la région, dans ces régions déshéritées, c'était que les familles accueillaient des enfants de l'assistance. Hein? Donc j'étais un enfant de l'assistance qui avait 10 ans. Vous aviez combien de niveaux? Il y en avait 25 ans, 26 ans. Je n'ai pas, sur mon livre, je donne les noms, mais enfin, 2 de cours élémentaires, 2 cours moyens, et puis 2 en fin d'études. Hein. Mais comment on fait pour faire tout ça en même temps? Alors, justement, j'avais la chance d'avoir eu une formation à l'école normale. Même qu'elle soit imparfaite, elle existait. Et j'avais fait ce qu'on appelle un stage dans une classe unique, à Crozes, à côté de Tain-l'Hermitage, là. Une classe unique, déjà avec une quinzaine ou vingtaine d'élèves, et il faut jongler, il faut arriver à autonomiser les plus grands, s'occuper des plus petits. Il y a quelquefois des leçons qui sont communes. À l'époque, on avait la fameuse leçon de morale pour commencer, hein. Donc elle était commune. Histoire, géographie, on tâchait de les faire communes, vous voyez. Mais quand on passait au français ou aux mathématiques, c'était individualisé. Alors, il y avait de la gym? Bien sûr. Alors, c'est aussi une des difficultés d'avoir des enfants de 5 à 15 ans, sans matériel, bien sûr. Mais bon, c'était la campagne, et comme j'ai dit dans mon livre, c'était le moment où l'hébertisme était très développé, c'est-à-dire qu'on utilisait les ressources tout à fait naturelles, les montées, les murets, il fallait, voilà. J'avais l'impression d'être apprécié par les gens du village. On m'invitait notamment quand on tuait le cochon, hein, pour le soir manger la fricassée. Alors les fricassées, on m'en a amené. Alors est-ce que c'est comme ça qu'on peut mesurer l'intérêt que les gens me portaient? Mais une semaine, je me souviens, j'ai eu 3 fricassés. Alors, ouais, à l'époque, on n'avait pas de frigo. Hein? Il fallait manger tout de suite? Oh, je mangeais tout de suite, et j'en ai jeté. Hein? Je reviendrai à Montolieu, mais l'année après, j'ai été à la Baume de transit dans le canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais j'y suis resté peu de temps. On était mariés, on avait ce qu'on appelle un poste double, et je suis parti au service militaire en avril. Et pour ma première permission, j'étais à Nîmes, service militaire, je prenais le train et après le car, et je débouchais à Montboucher sur Jabron.
Et entre Montboucher-sur-Jabron et la Baume-Transit, il y a à peu près 2 kilomètres. Et un élève avait proposé à ma femme, écoutez, je vais emmener le vélo du maître à Montboucher. Donc un jour, à midi, avec son vélo, et tenant l'autre vélo, il est allé. Bon, alors... Et un autre élève a apporté une boîte à ma femme, une boîte Certi. C'était une truffe, c'est pour le maître. Hein? Alors, et ce jour-là, alors j'avais une jeune remplaçante qui avait quelques difficultés avec ses grands élèves. Et ce jour-là, elle n'a pas pu tenir sa classe, parce qu'elle savait que j'allais arriver dans l'après-midi. Et donc, à ça, je mesurais que les élèves m'avaient apprécié. Quand j'étais donc à Montolieu, c'était au printemps, les fenêtres étaient ouvertes, et j'entends Madame Estève, la femme du maire, qui « Monsieur l'instituteur, venez vite, une brebis vient de se faire piquer par une vipère. » Alors je rassemble mes 10 élèves, elles n'étaient pas loin les brebis, on va au pré où étaient les brebis. Pendant ce temps, Madame Estève est allée chercher la boîte de piqûres. Avec les élèves, on a lu la notice et il fallait mettre la moitié de la dose près de la piqûre et l'autre moitié dans la cuisse de la bête. Alors ce qu'on a fait, et le lendemain, on a pris des nouvelles et la bête allait très bien. Donc vous voyez, c'était ce qu'on appelait à l'époque une leçon de choses. Les élèves me disent que ce serait bien si on pouvait faire un voyage, ou c'est peut-être moi qui l'ai suggéré, je ne sais plus. Hein. Et pour ces enfants qui n'étaient jamais sortis, qui étaient dans leur montagne, hein, ce qu'ils voulaient voir, c'était une grande ville et la mer. Bon, étant dans le sud de la Drôme, c'était Marseille. Hein. Donc, mais il fallait le financer, ce voyage. On a organisé un dimanche, un concours de pétanque. C'est la première fois que ça se passait dans le village. Et dans la vallée, il y avait une ferme qui avait l'autorisation le dimanche de devenir une buvette. Donc autour de cette ferme, on a organisé le concours de pétanque et qui a attiré beaucoup de monde. On a fait un certain bénéfice, mais ce n'était pas encore suffisant pour payer le voyage à Marseille. Alors j'ai dit au maire, écoutez, vous mettez en adjudication les tilleuls de la commune qui sont le long des chemins. Si vous pouviez nous réserver les 2 tilleuls de la place du village, on les ramasserait, on vendrait la fleur et ça permettrait de compléter la caisse pour le voyage. C'est ce qui a été fait. Donc avec les élèves, on a ramassé le tilleul. Parce que les tilleuls, dans les baronnies, c'est quand même une source importante. Hein. On a fait sécher ce tilleul dans une des pièces de l'école qui était inoccupée, et un des parents d'élèves s'est chargé de la vente du tilleul, et ainsi on a pu rassembler, je ne sais pas s'il y en avait assez, mais enfin, une partie importante du voyage.
comme les autres apprentis avaient aussi une journée de formation, hein, les jeunes agriculteurs avaient une journée de formation également. Alors, c'est pour ça, il y avait des enseignants spécialisés. Donc, cette voie m'avait intéressé et j'ai été nommé instituteur agricole en 1969, voilà, dans le secteur de Saint-Jean-Royan, Saint-Michel-Savas, Crépol, Bézaille, voilà. Avec, alors cette fois, vous n'aviez pas des élèves, de jeunes élèves, vous aviez des adultes. De 14 à 18 ans. Voilà. Et vous enseignez quoi? Alors, on enseignait, il y avait un peu d'enseignement général, mais qui était pour maintenir les acquis de l'école primaire. C'était surtout orienté vers des problèmes pratiques, calculer les quantités d'engrais, calculer des choses comme ça, ou faire du courrier administratif. Donc il y avait ce volet-là, il y avait un volet législation rurale, et puis un volet technique où on apprenait l'agriculture générale, mais aussi l'agriculture suivant les endroits où on était. C'était la polyculture hein, dans nos... Mais j'avais quand même dans ce secteur une partie peut-être un peu plus spécialisée, c'était la culture du noyer. Parce qu'une partie de mon secteur était en zone d'appellation contrôlée. Donc le Royan, le Nord-Roman, voilà. Et j'avais mis en place des cours de greffage. C'était la période où le noyer se développait, peut-être moins que maintenant, mais pour ces petits agriculteurs, acheter des plants chez un pépiniériste pour planter un hectare, par exemple, ça coûtait très cher. Alors la technique, c'était de semer des noix sauvages sur ces plants, greffer la variété voulue. Voilà. Donc, j'avais donc des élèves qui venaient à ces cours de greffage, mais aussi leurs parents. Vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre talent, de votre énergie à l'histoire locale. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Alors, d'abord, j'avais eu à l'école normale un professeur remarquable qui était Roger Pierre. Qu'on soit d'accord politiquement ou pas avec lui, tous ses élèves ont été marqués par l'enseignement de Roger Pierre, qui était très rigoureux. Et j'ai pris ma retraite en 1985. J'étais encore au Parti communiste, là, et je suis allé en juin 85 ou juillet 85 à la fête des Allobroges à Porte-les-Valences. Et là, je rencontre Roger Pierre. Et Roger Pierre me dit, écoute, on vient de constituer un petit groupe de travail sur l'étude de la période révolutionnaire dans la Drôme. Mais on n'a personne de la région de Romans, est-ce que ça t'intéresserait? Alors comme j'allais être libéré de mes activités professionnelles, même si en même temps j'étais adjoint au maire de Romans, ça m'a intéressé de les rejoindre. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Mais ce jour-là, je ne savais pas qu'en y mettant le petit doigt, j'allais passer en entier. Parce que tous ces livres qui sont là, hein, c'est la conséquence de cette rencontre